Ça va la famille d'Africanité? Ce mois-ci, c'est du très très lourd. Côté musique, nous accueillons une légende vivante de l'épopée, de la saga du gospel. Clyde Wright, chanteur charismatique du Golden Gate Quartet, une formation emblématique, a couvert plusieurs décennies. Ils ont eu tous les chefs d'État, de King Smith à Smith Smith. Ils ont connu Elvis Presley, Marilyn Monroe. La version de Oh Happy Days par Golden Gate Quartet, c'est sans doute l'une des plus célèbres du monde. C'est un beau jour. Oh Happy Day. Oh, happy day. We are here to celebrate the anniversary of the legendary Clyde Wright, born 87 years ago in the USA. Happy birthday, Papa Clyde. Singing gospel is your style. So happy birthday, Mr. Swing. So much happiness when you sing. Since 1928, was I born to be a member of the Golden Gate? But the Golden Gate is just the name. Yeah, but that's just how you got your fame. Well, Joshua fit the battle around Jericho, Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the battle around Jericho, and the walls come tumbling down. Happy birthday, Papa Clyde. Singing gospel is your style. So happy birthday, Mr. Swing. So much happiness when you sing. This I am so happy to say, the first black president of the USA. His mother was white and his father is black, but no more signs saying Get back, get back. oh happy day, Oh, happy day. oh what a day, Oh, happy day. oh when Jesus walked, When Jesus walked. when Jesus walked, Oh, when he walked. yes he walked, When Jesus walked. hey, he washed my sins away, Oh, happy day. oh my Lord. Oh, happy day. Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde. Ce mois-ci, nous abordons les multiples facettes du design en Afrique et dans sa diaspora, aux côtés de Lise-Laure Etiat, dans quelques poussières de secondes qui ne sont rien à l'échelle de l'éternité, pour aborder les tendances cinématographiques. À nos côtés également, Christian Éboulet, pour qui l'actualité livresque n'a plus aucun secret. Le tout aux côtés de légendes de l'épopée fabuleuse des musiques noires. Nous accueillons le chanteur leader charismatique du Golden Gate Quartet. Il s'agit de Clyde Wright, à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, L'Héritage de Clyde Wright, sans doute la plus formidable formation de gospel de l'épopée de ce genre musical. À nos côtés également, le comédien congolais Pascal Zonzi. Il nous parlera évidemment de la sortie du film Les Visiteurs 3, mais à nos côtés également la pétillante China Donia, qui est à nos côtés pour parler du conseil en images, le tout sous la bienveillance de celui que je vous invite à rejoindre sans plus attendre. C'est vous. Bonjour, cher Diallo. Bonjour, Bienvenue. merci beaucoup. Vous êtes malien d'origine, sénégalaise, l'intégration africaine, ça vous connaît. Ika Kene. Kosovo. Merci. J'aurais dit Ibedi normalement, hein, c'est ça, hein, pour dire bonjour, bienvenue. Nous allons parler du design africain avec vous, en rappelant d'abord que vous êtes le président de l'association des designers du continent africain. Le design africain, lorsqu'on en parlait, ça faisait rire ou sourire, il n'y a pas si longtemps. Le design africain a plutôt la cote en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut expliquer ce revirement ? Oui, et le design en Afrique a eu une vitrine qui est internationale parce qu'on a pris conscience que le design pouvait être un vecteur économique, un levier. Et on sait que produire aujourd'hui enrichit. Donc je pense que le design a un bel avenir devant lui. Alors, à nos côtés, de très nombreux invités. Ils vont nous rejoindre dans quelques instants sur ce tarmac majestueux de TV5 Monde. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir le portrait que nous avons dressé de notre invité. C'est ici, à l'hôpital du Point G, à Bamako, au Mali, que le grand architecte et designer Cheikh Diallo vient au monde en 1960 au sein d'une famille plutôt aisée. À l'époque, personne n'imagine que le fils aîné de feu Amina Tassar et Seydou Diallo, l'un des tout premiers architectes maliens,
marchera bientôt sur les traces de son père. Je me souviens d'ici. C'était en ça, là. Là, Pas même les institutrices qui guidèrent les premiers pas de ce petit garçon turbulent dans les travées du jardin Kassé Keïta de Bamako. À l'époque, on faisait la poterie avec les enfants, avec de l'argile. Tous les objets qu'on lui montrait, ceux donnaient une forme vraiment semblable à l'objet qu'on lui a montré. Et des fois, il imaginait des formes lui-même. Il faisait des choses vraiment ingénieuses. Après des études primaires et secondaires effectuées entre le Mali et le Sénégal, Cheikh Diallo arrive en France en 1982. alors ça, c'est ma toute première année en France. On venait d'arriver. 2 ans plus tard, je me suis retrouvé en architecture. C'était en 3e année architecture, si je m'abuse, à Rouen. Quand il a commencé le design, on était à Rouen, mais il est d'abord un architecte parce qu'il est sorti brillamment de l'école de Rouen et ce n'est qu'après qu'il s'est lancé au design. Diplômé en architecture et en design au début des années 90, Cheikh Diallo devient un architecte-designer confirmé dès 1994. Son credo, concevoir du mobilier dans des matériaux pauvres ou recyclés et les faire fabriquer par des artisans maliens. Le fauteuil qui est à côté de moi, qui s'appelle Sansa, est réalisé à partir du métal, du fer à béton. C'est un matériau qui est accessible au Mali et c'est le plus accessible et le moins cher en fait. Et sur ce matériau, on est venu l'enrober avec un fil à pêche qui est devenu un matériau de base par lequel notre entreprise est reconnue. On se débrouille, on fait avec ce qu'on peut. Ils sont destinés à l'export. Il y a 2 ans, la famille Diallo décide d'aller vivre à Bamako au Mali après 30 années de vie passées en France. C'était un projet de longue date, déjà. Un projet de longue date pour la famille, pour venir vivre au Mali, pour que les enfants connaissent le pays aussi, leur pays. Des enfants aujourd'hui très épanouis et fiers du parcours de leur très cher papa. J'ai devant moi mon père, qui est designer. Oui, bien sûr, comment je pourrais pas être fier? Je suis très fier. De voir son prénom dans les magazines, dans les revues, sur les affiches, dans les villes. J'ai réussi à remonter les pentes grâce à lui et pas sans lui. Fier qu'on reconnaisse son talent. Architecte designer connu et reconnu, les œuvres de Cheikh Diallo s'exposent aujourd'hui dans le monde entier. Cofondateur de l'Association des designers africains qu'il préside aussi depuis 2004, Cheikh Diallo milite depuis de nombreuses années pour une professionnalisation accrue dans ce secteur. Un engagement qui le conduit à former gratuitement les artisans et les jeunes designers du continent. Africanité, c'est sur TV5 Monde et sur tous les réseaux sociaux, tv5monde.com. Allez-y faire un tour, revoyez, revisitez cette émission à satiété. Une réaction, Cheikh, sur ce que vous venez de voir, la nouvelle génération qui porte un regard attendri sur les pas géants d'un papa designer? Oui, ils ont été au biberon du design, donc ce sont les premiers témoins, certes, et je découvre quelques aspects de la conversation que j'ai eue avec Bouba. Notre correspondant au Mali à Bamako. Exactement. Je n'étais pas présent quand les enfants parlaient. J'ai l'impression qu'ils ont une haute estime de leur père. À vos côtés, Franck Oudegla, j'imagine que vous connaissez, franco-béninois, si ça n'est fait bienséance, civilité. Oui. Vous êtes en africanité, vous êtes scénographe et designer, diplômé de l'École nationale des beaux-arts de la ville des Lions, la ville des Gaunes. Alors, Cheikh, vous êtes l'aîné d'une famille de 7 enfants. Lors du décès de votre père, est-ce que c'est le sens du devoir qui vous pousse à rentrer au pays? Mes parents ont décidé de voyager ensemble dans la même année. Vous connaissez la tradition africaine, l'aîné prend tout de suite la place que laisse le père. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réfléchir au retour, parce que le devoir de diriger la famille m'incombait plus qu'autre chose. Après avoir passé 30 ans au Mali, mes parents étaient des personnes assez connues. Il me revenait de me rapprocher de mes frères et sœurs qui sont
de la famille au sens large du terme, quoi. C'est quelque chose qu'on vit bien et c'était aussi pour mes enfants qui sont nés en France. Il fallait qu'ils connaissent les réalités de leur famille au Mali. Alors, Cher, vous aimez transmettre votre savoir, et en particulier aux artisans maliens, à qui vous apprenez à se professionnaliser, à sortir un peu de leur domaine de compétences pour s'ouvrir au monde. Surtout parce que pour les forgerons, par exemple, au Mali, on ne devient pas forgeron, on est forgeron à sa naissance. Pourquoi cet attachement à la transmission ? Oui, tout créateur que nous sommes, on s'est dit qu'on ne s'est pas fait tout seul. Et ceux qui transforment sont des artisans. Et je me suis dit, ça serait bien de commencer à se rapprocher des artisans et de leur peut-être permettre de s'exprimer avec l'aide de l'expertise du designer, à se projeter dans l'avenir en proposant des nouveaux projets de design. Et ils m'ont beaucoup appris et ensemble, on a parcouru un très long chemin qui font qu'aujourd'hui, pour les jeunes designers, je les invitais à se rapprocher de leur pays et donc des artisans parce que les valeurs ajoutées sont à faire. Franck, on parle de design, on a souvent du mal, la difficulté d'appréhender la définition que l'on peut apposer à ce terme, et parfois aux confins de la limite entre design et art contemporain. Mais en fait, le design, c'est une discipline, c'est un métier qui vise à concevoir des objets, des espaces. En fait, les objets et les espaces qui nous entourent, mais en ajoutant on va dire une plus-value en termes d'usage, en termes esthétiques, en termes techniques. En fait, le design est au carrefour des aspects visuels, des aspects techniques, des aspects, on va dire, d'utilisation, mais aussi des aspects économiques. En fait, le design, c'est une façon de concevoir des objets, des espaces harmonieux qui ont aussi le souci de l'ergonomie, c'est-à-dire le souci du confort de l'être humain. Christian Riboulet, vous avez besoin d'une encyclopédie, vous avez compris? J'ai tout compris. Je vous en prie, Franck. Est-ce qu'il y a justement ça commence quand le design en Afrique? Et puis est-ce qu'il y a une différence entre les anglophones et les francophones? C'est un mot qui a une longue histoire en Europe et il est arrivé en Afrique avec la colonisation. Et le design en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas du design industriel. Ce n'est pas comme en Europe où il s'est basé sur l'industrie, mais il repose en grande partie sur l'artisanat. C'est vrai que le design est apparu réellement en termes de discipline dans les années 80. En Afrique, on a pris conscience que cette discipline pouvait être complémentaire de l'architecture et évoluer, c'est comme ça l'a été en Europe. En Afrique du Sud, les écoles existent. Au nord de l'Afrique, dans le Maghreb, les écoles de design existent et aujourd'hui sont très opérationnelles et fournissent des designers de talent. Et justement, tous les deux, vous avez fait des formations de designers, des formations dans une école, les Beaux-Arts de Lyon, du côté d'Amobé. Vous étiez dans le même quartier, je crois, à Lyon. Ne racontez pas nos vies, ce qui est mon intimité. Mais, cher Diallo, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'école de design en Afrique? Comment ça se fait? Vaste question. Même avant une école de design, il aurait fallu qu'on commence à créer des écoles d'architecture aussi. Le design et l'architecture sont des comment dirais-je, des formations similaires. La plupart du temps, Franck l'avait évoqué tout à l'heure, ce sont des architectes qui en font évoluer le design. On aurait pu profiter de certaines écoles licences qui sont en Afrique pour insuffler la formation du design au sein de ces écoles-là. Alors, nous allons voir comment les designers du continent et de sa diaspora ont évolué au fil des dernières années, on va dire même de la dernière décennie. Avant d'en débattre, je propose de découvrir ce reportage consacré au Salon du Design de Dakar. C'était en 2006, regardez. Ce sont 13 designers en provenance du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Burkina Faso qui ont animé le Salon du Design lors de la 7e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, le Dakar. Ces artistes, contrairement à ce qui se faisait jusqu'ici, ont présenté des produits d'une esthétique nouvelle, des produits fonctionnels qui peuvent être fabriqués en série. C'est une forme de meublement très social
très pratique et l'artiste l'a conçu comme prototype. Donc il y aura la possibilité très ferme de réduire cela et de mettre en production industrielle. Surtout, c'est surprenant parce que tout le monde croit que l'Afrique, c'est le tribal, l'ethnique, c'est ça, mais ils ont aussi un design très moderne. Le lauréat de cette édition 2006 s'est distingué avec des pupitres scolaires nouvelle génération, une idée qu'il mûrit depuis les bancs de l'école. Il a toujours souffert d'un handicap à la jambe. Au-delà du design, je pense que l'art joue une fonction sociale. Parce que nous ne sommes pas dans un monde abstrait en fait. Moi, je considère que j'ai vu au contact de gens qui peut-être ont la même sensibilité que moi ou bien constatent les mêmes problèmes que moi. Au-delà de l'originalité et de l'esthétique des projets présentés, il s'agit désormais pour les artistes de développer aujourd'hui la dimension et les perspectives économiques de l'art contemporain africain. L'art contemporain africain qui vous attend à Dakar, au cœur de la prochaine biennale de cette ville magique, au cœur du Dakar. Ce sera donc au début du mois de mai. Alors, où nous ont rejoint de nouveaux invités. Myriam Maxo, bienvenue. Merci, bonjour. Franco, on va dire originaire de la Caraïbe francophone. Karuikera, c'est la Guadeloupe, à côté de Madinina, la Martinique. Vous êtes diplômé de la London College of Communication, c'est à Londres, de la même manière que votre homologue. Pierre Christophe Gamme, vous êtes franco-camerounais, vous avez des origines tchadiennes et égyptiennes. Vous êtes l'Union africaine à vous tout seul. Panafricain. Ouais. Photographe et designer, formé donc à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et à la Central St. Martin's College de Londres. Alors Pierre-Christophe Gamme, dites-nous, vos collègues designers, peut-être vous-même d'ailleurs, êtes souvent agacés par l'expression designer africain, qui vous semble inappropriée, voire insultante. Aujourd'hui, quelle relation est-ce qu'il y a entre la culture africaine et le design? Est-ce qu'il faut nécessairement sortir de la tradition pour entrer dans le design aujourd'hui? Alors je pense qu'il y a deux questions à ça. C'est que d'une part, tout dépend qu'est-ce qu'on met derrière l'idée de design africain, parce que après ça, c'est quelque chose qu'il faudra d'abord définir. Moi, en ce qui me concerne, ça me dérange absolument pas, étant donné que mon travail s'inspire beaucoup de l'expérience globale de la diaspora africaine à travers le monde, depuis les 5 dernières années. Donc c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Mais maintenant, c'est vrai que dans cette idée, les gens ont souvent tendance à projeter l'idée d'une Afrique tribale alors que l'Afrique est contemporaine, l'Afrique est moderne, et que la tradition même tribale est beaucoup plus nuancée que l'image qu'on a renvoyée par les médias. Je ne vois pas de contradiction entre l'affichage de sa tribu. On a l'impression qu'il y a une double peine pour l'Afrique. Le mot tribu chez les Belges, alors que les Wallons et les Flamands, ce sont deux tribus, n'a pas le même sens. Il n'y a pas de contradiction. On peut revendiquer son africanité et sa tribu et être dans la contemporanéité et dans la modernité. Mais c'est vrai que dans cette idée de la tribu africaine, il y a des archétypes qui ont été construits à travers l'esclavage, la colonisation, et donc il y a une nécessité des designers de redéfinir qu'est-ce que c'est que la tribu et quelles sont les nuances et spécificités qui sont propres en fait. Alors Myriam Maxo, vous allez beaucoup plus loin que ça. Ces questions de quête identitaire, vous les assumez pleinement. Vous êtes une afrodescendante de la Caraïbe, donc une portion d'africanité au cœur de l'Afrique, de la Caraïbe. C'est ce que vous revendiquez. On vous doit d'ailleurs la première sculpture monumentale en tissu africain, en plein cœur de Paris. À Sarcelles plus exactement, et voilà. Et sur Paris, j'ai fait une fresque de à peu près 15 mètres de long pour inaugurer la station Rosa Parks. Donc voilà. C'est une question qui vous taraude, l'identité, à travers vos créations ? Parce que pour moi, l'identité, elle est multiple. Enfin, je pense qu'on est tous, on a des origines un peu multiples. On peut s'inspirer d'autres choses pour pouvoir développer son travail. Et je trouve que se limiter juste au continent africain, je pense que, tout en sachant que le continent africain apporte énormément de choses, mais le mélange, je trouve que c'est ça la richesse. Donc, selon moi. Donc, voilà. Alors, Cher, vous sillonnez l'Afrique aujourd'hui, pas seulement l'Afrique, le monde aussi, mais surtout l'Afrique. Et vous voyez ces jeunes gens qui sont vos collègues, mais beaucoup plus jeunes que vous. Comment est-ce que ces dernières années, le design a évolué sur le continent, et y compris au sein de la diaspora d'ailleurs? Oui, c'est un plaisir de voir l'évolution et l'éclosion même du design dans le continent. C'est normal, il y a eu une vitrine qui a été consacrée au design depuis quelques années. Et cette vitrine a permis l'éclosion de jeunes talents qui sont nombreux en Afrique, et la diaspora y en est pour beaucoup.
Et d'ailleurs, je signale que lors de votre retour à Bamako, au Mali, vous disiez que le design, c'était un petit peu le prolongement de la vie. C'est de cette manière-là que vous le vivez actuellement à Bamako, où vous êtes installé avec votre famille? Absolument. Quand je partais faire mes objets ou ma production au Mali, je venais avec un certain état d'esprit. Je concevais pour l'Europe, pour l'export. Aujourd'hui, en vivant au Mali, je me suis dit, ma vision devrait être autre. C'est-à-dire, le consommateur malien aujourd'hui a une emprise directe sur ma façon de voir le design aujourd'hui. Alors, Pierre-Christophe Gam, vous avez développé un projet qui s'appelle Afropolis, dans lequel vous avez notamment ce personnage, ce couple, Afogbolo, qui représente un petit peu l'Afrique moderne, contemporaine, mais ancrée dans ses terroirs. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez montrer les mutations qui ont cours en ce moment sur le continent? Alors, c'est vrai qu'il y a toute cette conversation à travers la diaspora, mais également aussi sur le continent, de ce qu'on appelle les Afropolitains. Et finalement, pour moi, l'idée d'être afropolitain, c'est une nouvelle génération d'Africains qui assument pleinement leur héritage culturel, qui ont finalement un ancrage local avec une projection globale. Et donc, à travers ça, je présente des expositions, des conférences et principalement des expositions immersives où on recrée des espaces avec du design, avec de la mode, avec de la photographie. Pour c'est gentil. Mais ce qui est génial, c'est dans vos deux générations, on voit des gens extrêmement dynamiques. Vous êtes basés à Londres, vous avez les pieds ancrés dans l'Afrique, vous avez des origines caribéennes et vous êtes très modeste, mais vous êtes la nouvelle génération la plus valorisée et celle qui valorise le mieux son terroir. On vous reçoit, vous exposez partout, vous êtes prochainement aux États-Unis et vous êtes rendu célèbre par le doudou Dédé. Dédé, eh oui. Qui a fait le tour du monde. C'est Christian Boulet qui vous a inspiré. La vérité. Oui, c'est mon modèle. Je l'ai utilisé comme modèle. Non, mais je dis ça paraît une boutade, mais même les stars américaines, ça arrache vos œuvres. On a parlé d'une certaine Beyoncé. Voilà, il y a Chris Brown aussi qui a eu son doudou. Enfin, il y a énormément de célébrités qui ont eu leur doudou aussi en France. Donc, je suis super fière du parcours de ce petit objet, quoi. Oui, alors, ce que vous avez envie de dire, c'est que la culture, ça voyage. Le design, c'est l'intégration de tous les schèmes identitaires qu'on peut déployer à travers justement ces objets, parce que vous magnifiez le mobilier, vous faites des pièces uniques. Des pièces uniques, énormément de pièces uniques. Après, moi, je me considère comme une artiste hybride, donc c'est pour ça que j'aime aller un petit peu dans tous les sens, parce que je fais du street art, je fais de la sculpture, le doudou qu'on connaît qui est de la sculpture textile. J'ai réussi à emmener cet objet-là dans des musées, donc j'adore changer un peu la façon dont les gens voient les choses. Un objet comme celui-ci, comme un doudou, c'est généralement qu'à la maison. Et j'ai réussi à faire une première exposition à Drouot, qui est quand même le marché de l'art contemporain. Et j'ai eu la chance de vendre mes pièces comme ça. Et depuis, ça... Félicitations. Est-ce que vous pensez que vous pouvez customiser, pas Christian Boulet parce que c'est un peu compliqué, mais TV5 ici, TV5, on peut faire bien sûr. Notre plateau d'africanité ensemble, faire une création collégiale sous la bienveillance de l'association des designers africains et de la diaspora. Mais carrément, avec plaisir. Bon, merci à tous les deux vraiment d'être passés. Ça va très très vite, mais l'essentiel, me semble-t-il, a été dit. Je propose à présent de découvrir le design africain, parce qu'on vient de voir que le design, effectivement, occupe une place importante en Afrique. Il est apparemment un petit peu plus difficile d'y camper un volume économique et un rôle industriel. Je propose d'entendre à ce propos le témoignage du designer sénégalais Ousmane Baye. Au début, j'ai cru que c'était facile de vendre en Europe, donc on a tout fait. J'ai fait beaucoup d'efforts pour investir les marchés européens comme Maison Objet, Francfort et tout. Et je ne m'étais jamais intéressé à la clientèle africaine, je ne m'étais jamais versé à vendre à la clientèle africaine. Alors, depuis quelques années, je me suis branché sur l'Afrique, à toucher une clientèle africaine qui est très exigeante sur les matières. Donc, ça a fait que j'ai changé de matériaux de travail, plus de finesse, plus de haut de gamme et plus de finition dans les matières. Et c'est un marché qui est très énorme, qui est en Afrique et que nous, designers africains, on ne s'est jamais penché sur ce marché. Et c'est un marché qui a un pouvoir d'achat important. La parole d'un designer africain originaire du Sénégal, Ousmane Baye, sur TV5 Monde, où nous vous invitons à aller regarder à nouveau cette émission et à réagir sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent à l'instant sur l'écran. Nous accueillons à présent un nouvel invité. Il s'agit de Balthazar Faye. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes designer d'origine sénégalaise et allemande. Du bist ein Afrodeutsch. Ja.
Nangadef. Mangui. Ah, mais voilà un vrai gars qui est campé dans sa multiculturalité et avec qui on va jacter dans quelques instants. Nous retrouvons également un habitué désormais, c'est quasiment un poteau-mitant de cette émission, c'est vous, Franck Undegla, qui nous avez également rejoint. Alors, Franck, ce que je voudrais savoir, c'est comment, on a entendu le témoignage d'Ousmane Baye, comment est-ce qu'on peut développer une économie du design en Afrique? Qu'est-ce qu'il faut principalement changer? En fait, c'est vrai que le design, c'est un domaine qui est très très vaste. Il y a des designers qui travaillent sur des objets, d'autres sur des aménagements intérieurs. Par exemple, au Kenya, il y a tout un marché du design qui est porté par le tourisme, où on voit des très beaux aménagements de lodges, d'hôtels. Donc ça, c'est une forme de design dont on parle peu, mais qui est quand même du design. Il y a aussi des designers graphiques qui travaillent beaucoup pour le marché du livre ou de la publicité. Donc, on va dire qu'il y a quand même une économie qui existe, qui n'est pas forcément liée aux aspects les plus visibles du design, qui sont plutôt le mobilier. Mais par contre, pour le mobilier, ce qu'il faudrait, c'est déjà des formations. Actuellement, les formations sont essentiellement dans le Maghreb, en Afrique anglophone, comme au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud. Donc le fait d'avoir des écoles est très important. Et ensuite, le fait que des designers puissent produire aussi pour les marchés émergents locaux est très important. Alors, produire pour les marchés locaux émergents, donc la clientèle africaine, c'est important. Mais justement, il y a des pesanteurs, semble-t-il, psychologico-culturelles. Est-ce que vous aussi, qui avez la chance de naviguer entre toutes ces nations africaines, vous avez entendu l'expression « oui, mais ces histoires de design, c'est pour les Blancs ». Est-ce qu'il n'y a pas ces freins, ces pesanteurs psychologiques d'une portion élitaire du continent qui, par snobisme, ne va pas vers les créateurs C'est peut-être qu'il faut continuer à expliquer ce qu'est le design, en fait. Il y a ce qui est destiné plutôt à une élite, donc qui est plus difficilement accessible par une population qui est plutôt pauvre. Mais il y a aussi les produits d'usage quotidien qui concernent les populations plutôt pauvres. On était au Mali, Cheikh m'a invité au Mali il y a quelques années et il m'a fait visiter un endroit où il y a une production énorme de produits du quotidien. Et c'est sur ces produits-là aussi que le designer peut intervenir. Les casseroles, les cuillères, tout ce que vous voulez dire, c'est que le design au quotidien abordable, ça peut être beau et abordable. Bien sûr, mais il y a certaines choses qui ne sont pas finies et sur lesquelles un designer pourrait intervenir. Ça peut être sur le meilleur choix des matériaux pour qu'ils ne soient pas polluants, par exemple, à l'usage quotidien. Ou ça peut être des formes qui font qu'on les nettoie plus facilement, etc. Il n'y a pas de limite. Alors, je sais que justement, on parlait tout à l'heure des pesanteurs. Il y a quand même un marché, Franck parlait des hôtels, il y a les communautés urbaines, il y a la classe moyenne. Mais pourquoi cette classe moyenne ne s'intéresse pas à ces produits, justement? Parce qu'elle a peut-être plus les moyens que ceux qui sont plus pauvres, dont parlait tout à l'heure Balthazar Faye. Oui, tout à fait. Le design, à un moment donné, souffrait d'une image qui était destinée qu'à l'élite. Une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, moi, j'ai délocalisé ma production au Mali, c'était pour dire que le design pouvait être accessible au plus grand nombre. Parce que je pense qu'il fallait démocratiser le design en termes d'usage en Afrique. C'était un peu le combat que j'ai tenté de mener. En utilisant des matériaux sur place, accessibles, en proposant de nouvelles voies d'esthétique, on va dire, pour que les usagers puissent s'imprégner des codes de la société dans laquelle elles devraient se reconnaître. C'était l'objectif principal, c'est-à-dire réconcilier les designers, les consommateurs avec les objets produits en Afrique. Alors tous ici, vous accordez sans doute sur l'idée qu'il manque aussi l'appui des investisseurs et des banques, mais il y a quand même des bonnes nouvelles si l'on songe à l'exemple de ce designer sud-africain qui s'appelle Grant Gibbs et qui ouvre la voie d'un design social, notamment à travers l'Hippo Roller. C'est un bidon, en fait, en forme de roue, vous connaissez forcément, et qui sert aux femmes à puiser de l'eau en une seule fois plus de 100 litres. C'est là où l'usuel rejoint la création et le design. Ça fait un gain en temps et un moindre effort pour obtenir de l'eau. Je l'ai rencontré, moi, au Gabon. On a eu l'occasion d'échanger un peu. Je trouvais que ce projet était excellent dans la mesure où il rendait le design hors de son piédestal, lequel on pouvait le mettre
Et socialement, il s'imposait parce qu'il rendait la vie commode aux usagers. Justement, Franck, au-delà, on parlait tout à l'heure de notre ami sud-africain Grant Gibb, mais là, j'ai un autre exemple qui est un Kenyan, un designer kenyan qui s'appelle Jeff Maina, qui, lui, a créé une boîte Wi-Fi qui fonctionne à distance et qui est commercialisée aux États-Unis. Est-ce que l'innovation technologique, c'est une voie de salut, justement, pour le design en Afrique? Oui, ça, c'est très important. Et le fait que ça ait eu lieu au Kenya n'est pas étonnant, parce qu'au Kenya, il y a beaucoup on va dire, d'ingénieurs, il y a aussi ce qu'on appelle les Fab Labs, des petites unités de fabrication, et il y a des start-up, il y a beaucoup de start-up. Et on parle de ce designer, mais en fait, c'est un travail collectif qui a été mené par cette start-up qui rassemble beaucoup plus de gens que le seul designer. Mais le designer a un rôle important dedans, puisqu'il va donner vraiment une forme à cet objet. La forme, c'est la forme va induire la façon dont on va manipuler cet objet, dont il va être perçu aussi par des acheteurs éventuels. Ça, c'est très important. Je vous pose la question à tous les deux, à l'un ou à l'autre, ou les deux en même temps. L'Afrique a souvent été payée, on a vu, pillée, pas payée, lapsus, pillée sans être payée, la peinture, Braque, Picasso, etc. Dans le design, c'est un peu la même chose. Comment est-ce qu'on protège le copyright? Est-ce que c'est des questions auxquelles vous êtes confrontés? Vous avez des pistes? On attend toujours qu'il y ait une espèce de INPI africain, mais le problème, c'est pas de créer la structure, le problème, c'est ensuite de faire respecter les droits. Il faut des moyens pour ça. La police des droits, ça coûte cher, il faut des moyens pour ça, il faut que les pouvoirs publics s'engagent dans cette voie-là. On est d'accord, lorsqu'on retrouve des motifs du Bogolan mythique de l'espace mandingue sur les rues de la 5e avenue à New York et que personne n'a payé à quiconque un droit, on peut quand même se poser une question morale, voire éthique. C'est comme ça qu'on s'exporte aussi. Voilà. Une culture s'exporte aussi par son côté envahisseur. Vaut mieux mal s'exporter que pas s'exporter du tout? Quelque part, oui, parce que ça permet pour d'autres un regard. Si elle n'était pas parvenue à ces géographies-là, personne ne l'aurait vu. Alors c'est James Brown, un grand designer de la musique, qui disait que c'est à force de copier qu'on devient original. Aussi. Il y a des bureaux de droits d'auteur qui existent en Afrique, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très prépondérants. Concernant la musique, il y a des labels qui ont été déposés. Le droit d'auteur au Mali, en tout cas, veille à ce que le copyright soit respecté, mais bon, c'est une lourde tâche qui incombe les autorités maliennes. Donc on y va doucement. Doni, comme on dit au Mali. Merci à tous les deux d'être passés. À très bientôt, ici ou ailleurs. Je propose à présent de balayer quelques-uns des temps forts de l'actualité des semaines passées. C'est le ZAP Africanité. Depuis que Mayotte est français et que les autres ont pris leur indépendance, ces îles-là ne se parlent plus. On parle de clandestins, mais au fait, on parle des Anjouanais et des Grands Comoriens et des Moéliens. Au fait, c'est nos frères. Aujourd'hui, quand Mayotte parle des clandestins, il parle de ses propres frères. Franklin Bukaka, il faut dire que c'est quand même un auteur particulier dans l'histoire de la rumba congolaise, parce que son petit parcours en deux mots, il a disparu en 1972 dans des conditions assez particulières, il était lié à un putsch. L'essentiel du message de Bukaka est quand même dans ce texte dans lequel il dit « À qui profitent les indépendances finalement ?» Le studio photo que Sédou Keïta ouvre en 1948 devient rapidement le lieu de rendez-vous du tout Bamako. Il est de la dernière génération qui est née donc, pendant la période coloniale et qui va connaître en fait la décolonisation et l'indépendance. Et sa photographie marque très exactement le passage de l'un à l'autre et ouvre la voie, une photo donc spécifiquement africaine. C'est un concert un peu particulier, un message aux sonorités bien plus graves que d'habitude. Ils sont là pour dire non à la barbarie, non au terrorisme,
où qu'il soit. Quand ça touche la Belgique comme ça venait de toucher, quand ça touche le nord du Cameroun, quand ça touche le Mali, quand ça touche partout dans le monde comme ça est en train de se faire, on a mal. Si c'est au travers de la musique qu'on doit passer ce message, qu'on doit insister et dire qu'on est tous de passage sur Terre, on doit tous contribuer au positif, ce serait génial. J'ai rencontré pas mal de gens à Bruxelles parce que c'est une ville vraiment multiculturelle. Et c'est là où j'ai rencontré aussi le producteur de cet album, Tikounen, qui est Soufiane Bouni Youssef, qui vient aussi de Tunisie. Donc ça fait vraiment une ville que je trouve très intéressante. Cette africanité que vous regardez, place à notre carte blanche. Nous accueillons la franco-gabonaise China Donia. Bonjour. Bonjour Mobé. Bienvenue. Vous êtes conseillère en images, ancien top modèle, mais vous l'êtes à perpétuité. Je n'ai jamais été top modèle, mais oui, je suis coach. Non, mais c'était mon fantasme. Je viens de... Excusez-moi, vous avez bien travaillé pour l'agence Élite, ou en tout cas... Oui, au service relations publiques. C'est bien ce Mon que je viens travail de dire. consistait à rendre encore plus célèbres les personnes qui étaient dans les effectifs d'élite, notamment les mannequins et les célébrités. Alors, vous avez également vécu aux États-Unis et travaillé pour le groupe L'Oréal. Et Africanité vous offre aujourd'hui une carte blanche. Alors justement, comment vous êtes passé de la communication au conseil en images? Alors, finalement, ça reste le même métier parce qu'on communique pour trois raisons. Soit pour acquérir de la notoriété, soit pour pousser les gens à faire un geste qui est souvent d'achat ou recycler, etc. Donc un comportement. Et en dernier ressort, on communique pour soigner une image en fait, ou en construire une. Et je suis partie des yaourts, de la grande distribution, de l'assurance et de l'aviation pour communiquer sur les personnes, leur apprendre... Les yaourts et les personnes, c'est pareil alors. Non, ça fait un gap. Non, C'est-à-dire, pas pour qu'ils se vendent mieux, mais pour qu'ils comprennent comment, en soignant leur image, ils pouvaient booster comme ça une carrière ou un projet d'ordre personnel de type trouver un compagnon. Et on se dit, oui, mais toutes mes amies sont mariées, pourquoi pas moi depuis le temps? Peut-être qu'on ne correspond pas au cliché de la housewife, voilà, la personne tout à fait mariable. Donc il y a des codes comme ça, vestimentaires, dans la tenue, la gestuelle, et même le parler, qui fait que si vous vous rendez à un mariage, finalement, on se dit, elle est épousable celle-là. Ou pas. Je crois qu'elle va revenir souvent dans l'émission, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se marier ici. Je ne sais pas à qui tu penses, mais bon. Housewife, là, nous sommes sur une chaîne francophone ici. Mais elle a expliqué, hein. Femme au foyer. Femme au foyer. Oui. Exactement. Mais dites-nous, c'est pas la dictature de l'image un peu votre affaire? Pas du tout, parce que ce que j'essaye d'apprendre également à mes clients, c'est de rester authentique et toujours eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, en dehors du projet, donc le pourquoi ils veulent soigner leur image, qui est-ce qu'ils sont vraiment, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui les définit, dans quelle époque ils auraient aimé vivre, ce qui fait que si je suis très 60s et qu'on est en 2016, je peux toujours amener comme ça des codes de cette époque, années 60, qui me parlent et m'inspirent musicalement, vestimentairement, etc. Et c'est toutes ces choses combinées qui font qu'on a ce qu'on appelle son style, son identité. Vous avez un blog que j'invite tous et chacun à aller visiter, c'est China. Alors China, c'est écrit SH2ENA.com. J'ai oublié un C après le... J'ai oublié le CT pour tester ma vigilance. Et même chose donc pour le site internet qui est chinadonia.com. Ça, c'est mon site professionnel sur lequel on peut voir l'étendue de mes prestations, comment j'accompagne les particuliers ou les entreprises, parce que comme madame disait, je viens quand même du milieu de la com, donc je ne refuse pas un client qui a besoin de conseils en communication. Mais sur le blog, je me livre un peu plus. C'est un blog lifestyle où je parle de mode, du fait que je sois une femme noire, de mon amour. Maman. Entrepreneur, vous le revendiquez, on le voit au quotidien. Mais et comment je jongle avec toutes ces casquettes-là, avec grand plaisir. Ce que vous dites également, c'est que vous êtes quelque part designer de l'Afrique, que vous voulez magnifier. Alors, ce qui me tient à cœur, c'est de montrer au monde, à ceux qui connaissent mal ou peu, ou pas du tout d'ailleurs l'Afrique, ce qu'on fait de bien, ce qu'on est de bien. Malheureusement, il y a des clichés qui ont la dent dure. Si on n'a pas vécu en Afrique, je pense, on ne peut pas savoir ce que l'Afrique est capable de donner. Merci. Nous allons sur les traces d'une autre légende de la diaspora africaine, c'est le cas de le dire. C'est l'un des membres, on va dire, qui incarne l'une des formations les plus emblématiques du gospel mondial, le Golden Gate Quartet. Il s'appelle Clyde Wright. Il nous fait le privilège d'être avec nous sur ce plateau. On regarde la saga en images. Chariots coming, good news. Chariots coming, and I don't want it to leave me.
Et je suis le ténor de Golden Gate Quartet depuis 1954. Je suis le dernier parmi les 4 que j'ai commencé avec. Moi, je suis de Caroline du Nord, donc c'est juste à côté. Je viens d'une ville qui s'appelle Charlotte. Et puis le groupe est venu de chanter en Charlotte quand j'étais assez jeune. J'ai commencé ma carrière très jeune parce que j'ai chanté les mêmes chansons que le Golden Gate. Quand j'avais dans les 20-25 ans, je suis devenu le ténor chanteur du Golden Gate Quartet. Le début du groupe, c'était 4 gars qui ont commencé à chanter a cappella, bien sûr. Et puis, bon, plus tard, ils sont devenus un petit peu plus professionnels et ils ont ajouté d'abord une petite batterie et une guitare. Et puis, finalement, nous terminons comme on est aujourd'hui avec un trio, avec 3 musiciens qui nous accompagnent. Parce que notre musique est bien écrite, c'est pas par hasard qu'on chante, c'est la musique bien arrangée. Il y a eu Duke Ellington qui a joué cette musique, il y a Louis Armstrong qui a joué notre musique, et tous les grands orchestres, ils ont joué la musique. Donc aujourd'hui, nous avons les mêmes arrangements et je ne changerai pas. Je n'ai vraiment jamais vraiment plus La fabuleuse saga des musiques noires, tendance gospel, c'est sur TV5 Monde, allez y faire un tour, ainsi que sur tous les réseaux sociaux, alors où nous accueillons quelqu'un qui est le digne héritier d'une longue tradition africaine-américaine, plusieurs décennies, depuis 1934, ils sont les seuls à avoir connu pratiquement les investitures de tous les chefs d'État depuis le président Roosevelt en 1934. Merci d'accueillir chez vous comme il se doit un aîné parmi les anciens, Monsieur Clyde Wright. Applaudissements s'il vous plaît. Welcome. Bonjour. Thank you. Merci. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Vous avez à peine 8 printemps, 80 printemps, on va dire ça. J'imagine que tout le monde ici a entendu parler du Golden Gate Quartet ou de Happy Day. Elle était bébé, elle n'était pas née. Voilà. J'ai parlé à tout le monde, Clyde. Je préviens l'auditoire que Clyde est un peu coquin. Il ne voit que China depuis tout à l'heure. China, je vous présente Clyde. Mais je suis prête pour faire un duo, hein, super. Alors, juste, Clyde, alors, vous êtes né en 1928 et vous avez connu la ségrégation. Est-ce que vous pensiez qu'un jour un président noir arriverait à la Maison-Blanche? J'ai jamais pensé ça. Jamais, jamais, jamais. Et en fait, c'est pourquoi je suis là, d'ailleurs. Parce que c'est tellement excitant que après toutes ces années, parce que je connais, oui, bien sûr, la vie de Noirs aux États-Unis, et puis d'être présent quand il y a un Noir qui vient d'Afrique en plus. Hein, oui. Kenya. Oui, oui. Et puis pour lui, il vient, il est noir comme moi, mais il est mélangé, bien sûr, comme moi. Alors Clyde, vous disiez tout à l'heure, vous avez joué dans le monde entier, vous avez croisé les plus grandes stars depuis Mahalia Jackson jusqu'à Elvis Presley. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'Elvis Presley venait comme ça en cachette voir votre groupe jouer derrière l'église? Pas seulement ça, il a rencontré le groupe en Tennessee. Et il était un jeune garçon en ce moment-là, 17 ans, 18 ans. Et après, nous avons eu un coup de chance.
On a passé 3 ans au Casino de Paris avec Lynn Renault. C'est là où j'ai appris le français. Je suis le seul qui est allé à l'école pour apprendre le français. Oui, parce c'est que important. d'être dans un pays et ne comprend pas ce que disent les gens, c'est vraiment dommage. Et c'est vous qui serviez de guide à Elvis Presley. Parce que je vois, Sheena, vous avez forcément une question à poser à Clyde Wright. Non, je me dis qu'en fait, son groupe, c'est les ancêtres des Boyz II Men, qui sont plus de ma génération. D'une certaine... Ah oui, ça c'est un pont extraordinaire. Les harmonies. Absolument. Leur façon d'harmoniser. Parce qu'on a commencé avec, donc, dans les plantations, ensuite c'est devenu le gospel dans les églises, bien sûr, oui. et la soul. Vous avez croisé tout le monde, de Ray Charles à Josephine Baker, en passant par tous ces artistes-là. On a fait tourner avec Ray Charles, et aussi Elvis Presley. Alors moi j'ai une question, Clyde Wright, on m'en voudrait de ne pas vous l'avoir posée. Vous avez croisé Marilyn Monroe. Ah oui. Alors j'ai une question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que vous avez embrassé Marilyn Monroe? Je vous dis que non. Par contre, j'ai dansé avec. Je vais parler parce qu'on a le dernier album. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que je sais que depuis 2011, vous êtes dans une carrière solo. Alors, ce nouvel album, est-ce que vous pouvez nous en parler? Le tribut. Oui. Ah oui, comment dirais-je qu'est-ce que je peux vous le dire là-dessus? Ça résume toute votre vie, en fait. Oui, pas tout. Non. Oh là là, pas tout, hein, parce que si on fait ça, il faut calculer 60 ans. Parce que je suis entré dans le groupe, bien sûr, 54. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous inspire le parcours de Clyde Wright? Beaucoup d'humilité, puisque me trouver en face d'une sommité, d'une légende vivante comme Clyde, comme diraient les jeunes, ça me sidère. Quelqu'un qui a presque pris les mains de Elvis Presley pour lui montrer le chemin et qui a accompagné Marilyn Monroe. Et qui a Jackson, Marilyn Monroe, et tous les Josephine Baker qui a été une des légendes. Gilbert Bicol, Brel, Jack Brel. On ne peut que s'incliner devant une sommité ainsi, et c'est une fierté, en tout cas pour moi. On va se retourner vers Liselore pour parler de quelque chose qui certainement ne laissera pas indifférent notre invitant. On parlait de cinéma autour de la période des Black Panther Party, autour d'un documentaire réalisé par le cinéaste afro-américain Stanley Nelson. Oui, et le titre donc de ce documentaire, ça s'appelle Black Panther, les prémices d'une révolution. Alors c'est un film qui est très touchant, qui est vraiment extraordinaire parce qu'il l'a fait pendant 7 ans et il a réuni des archives et les gens qui parlent, ce sont vraiment les principaux témoins. Il y a des journalistes, il y a des militants, il y a des politiques. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que les Black Panthers, le mouvement a été créé en 1966 et tout ce qui précède la création des Black Panthers est très intéressant. Il y a des émeutes raciales, il y a l'assassinat de Kennedy, il y a l'assassinat de Malcolm X et tout ça fait que les Noirs sont un peu excédés. Donc je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce. The Black Panthers. Black Panthers? The Black Panther Party. Black Panther movement. The Black Panthers were absolutely unique. Being black in America meant that you didn't walk down the street with the same sense of safety and a sense of privilege as a white person. Attack dogs, fire hoses. Police jump on you, beat you up, put the gun at your head. This is what we were going through on a daily basis. We stand on the eve of a black revolution, brothers. Now we have voices within the community that we're not going to continue to turn the other cheek. The Second Amendment guarantees the citizen a right to bear arms on public property. We're going to carry our guns and we're going to follow the police. We're going to maintain a legal distance, ready to throw down if necessary. Anyone who would approve of this kind of demonstration must be out of their mind. Go get yourself! That's what I need! These racist Gestapo pigs have to stop brutalizing our community or we're going to drive them out. The majority of the rank and file are women. We tried to change some of the clear gender roles. Women had guns and men cooked breakfast for children. The way we walk and talk and dress, we were a phenomenon. Swing your legs!
The Black Panthers really understood the media. They used us to their advantage. Chairman of the Black Panther Party, and here he is. They tapped the phone. The phone is probably hooked up to the White House. You read the Black Panther Party newspaper? Yes, I do. Why? Because I am black and I'm proud. The FBI wanted to destroy the Panthers. How about justice? Justice is incidental to law and order. This was all-out attack on the Black Panther Party. Every significant office is going to be raided, bombed, shot, mass arrests. They were coming to kill us. When the 15-minute gun battle was over, 2 Black Panthers were dead. This was obviously a political assassination. It was like a slaughterhouse. We were doing fundraisers at places like Jane Fonda's townhouse so that we could raise money for the Legal Defense Fund. There were 156 not guilty verdicts. It's astonishing. We don't hate nobody because of their color. We hate oppression. We refer to ourselves as the vanguard. We wanted the entire community to follow. I feel free. I feel absolutely free. You understand? That's what I feel. Black Panthers, les prémices d'une révolution. Est-ce que c'est un film qu'on peut voir en France Alors malheureusement, le film cherche toujours un distributeur, mais on l'a vu en début de mois à Paris dans le cadre du Festival international du film des droits de l'homme. Et comme ce festival organise des projections dans toute la France, le film sera diffusé à cette occasion. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, allez voir ce film parce qu'il raconte vraiment l'histoire des Black Panthers en disant il n'y a quasiment pas eu de violence, mais c'était un mouvement qui était quand même poursuivi par le FBI. Nous accueillons un illustre personnage, il est comédien à la fois de théâtre et de cinéma. Pascal Nzanzi, bienvenue en Africanité. Vous êtes actuellement à l'affiche du film Les Visiteurs 3, sauf que tout le monde en a parlé. À l'affiche, plusieurs comédiens. Vous êtes le seul dont le nom n'a pas figuré justement sur cette affiche. Et ce qui a déclenché, Lise-Laure, une polémique. Alors vous dites simplement, Pascal Nzanzi, que c'est un problème d'agent. L'agent qui, d'ailleurs, je pense, a été viré. Écoutez, je vous remercie de me recevoir, mais commencer par cette polémique... Non, je pense que c'est mieux qu'on parle d'autre chose. Le film lui-même, j'invite les gens à aller le voir, parce qu'en tant qu'acteur, j'ai eu un plaisir fou à travailler sur ce film, parce que c'est aussi une seconde fois où je rencontrais mon partenaire Christian Clavier, que je ne connaissais pas, avec lequel on a fait qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et je vous dis, c'est un homme, c'est un grand acteur. Et quand je travaille, quand je joue avec lui, on est... en symbiose. On est 2 enfants qui s'amusent à faire des blagues. Alors justement, c'est parce qu'on ne voulait pas s'apesantir sur la polémique qu'on a choisi de commencer avec, parce que c'est quand même l'ironie. Vous êtes un personnage, l'un des plus capés de cette affiche, avec plus de 4 décennies, 45 ans de carrière, au théâtre, au cinéma, au hasard. J'ai pris comme ça Le Lion à 7 têtes, où vous partagez l'affiche avec Jean-Pierre Léaud. Vous avez joué des films de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Banzai de Claude Zidi, Black Micmac de Thomas Gilou, Roméo et Juliette de Colin Serrault, Lumumba de Raoul Peck. On citera plus récemment donc Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On peut dire qu'au théâtre, vous avez joué les plus grands, de Césaire à Sonny Laboutansi, Chikaeo Tamsi. C'est quand même extraordinaire, ce paradoxe. Oui, Ce qui est important, c'est que je suis dans un pays où le rêve est possible. J'ai quitté mon pays de naissance pour venir m'installer ici après mes études. Le Congo-Brazzaville. Voilà. Et pourquoi ? Mais parce que ici j'ai la possibilité de dire un jour je ferai ça, un jour je ferai ça, un jour je ferai ça. Et ce jour, petit à petit, arrive. Pendant des années, on travaille au théâtre. Bon, les gens du théâtre nous connaissent. Au cinéma, Alors justement, Pascal, comment vous expliquez ça ? Vous avez une carrière théâtrale magnifique, comme vous pouvez le rappeler, vous avez joué tous les classiques africains et européens, occidentaux si je puis dire. Comment ce paradoxe que vous soyez si peu connu, et notamment par, je suppose, beaucoup en Afrique ? Eh bien, ça s'explique, je tente une toute petite explication.
Si sur le continent africain, il y avait une industrie cinématographique, on ne serait sans doute pas ici. Et qu'on ferait des choses là-bas et qui ne nous empêcheraient pas de venir ici. C'est vrai. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas cette industrie cinématographique qui mettrait en valeur les acteurs africains. Cheikh Diallo, est-ce qu'en entendant Pascal Zonzi parler de cinéma, il n'y a pas une résonance avec les mêmes questions qui concernent le design africain? Absolument, absolument, parce que en fait, on souffre de quoi? De représentation et des moyens de faire. C'est vrai que quand on vient en Europe, on est à la quête d'abord de nous-mêmes et à la quête de rêves. Les rêves, on a la possibilité, comme il le dit si bien, de le réaliser et de le projeter en Afrique pour que d'autres s'y reconnaissent. Et je trouve ça formidable, parce que, entre parenthèses, je peux vous dire que mes enfants regardent plusieurs fois votre film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Je crois que tout le quartier sait qui vous êtes. Ouais. En tout cas, dans notre rue, on vous connaît très très bien. Et c'est un film qui nous a beaucoup fait rire. Et comment s'est passé le tournage des Visiteurs d'ailleurs, Pascal? Très Visiteurs 3. Très très bien. C'est-à-dire que bon, quand le scénario, Christian Clavier l'a écrit avec Jean-Marie Poiret. Et Christian Clavier écrivait son scénario pendant qu'on tournait « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Et il ne savait pas ce que ça allait donner, ce « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Il ne le savait pas. Personne ne le savait, que ça allait avoir une telle réputation. Mais quand on travaillait tous les deux, je le dis encore une fois, on ne se connaissait pas. Il est arrivé sur le plateau en étant le personnage qu'il devait jouer. Et moi, j'ai fait exactement la même chose. Je n'ai pas eu en face de moi quelqu'un, excusez-moi, qui avait cette fâcheuse tendance à dire « je m'appelle un tel », donc non, 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 il n'était pas ça. Et ça m'allait droit au cœur. Donc ça permet naturellement d'échanger. Entre vous. Clyde, oui. Je ne sais pas si vous connaissez Pascal Zonzi, mais il est entre autres la voix de Danny Glover et de Samuel Jackson. Donc c'est votre cousin africain aussi. Ben, on apprend des choses tous les jours. Alors, oui. Pascal, vous dites que vous ne voulez pas revenir sur la polémique, mais est-ce que cette polémique qui a d'ailleurs été déclenchée dans les réseaux sociaux, parce que je pense qu'elle est allée au-delà de vous, mais est-ce que vous comprenez que les associations s'emparent de cette question-là en disant le nom de cet acteur, de ce comédien n'est pas sur l'affiche, on est juste choqué? Mais c'est normal. C'est à eux de faire ce travail-là. Moi, mon travail consiste à jouer les rôles qu'on me donne. Et c'est pour cela que je travaille, que le public se dise, voilà, on a un acteur, est-ce qu'il travaille bien? Ben, ils apprécient. Si je ne suis pas bon, ils ont le droit de dire je ne suis pas bon. Il y a un chanteur de chez nous que j'aime beaucoup, le maître Luambo, oui, Franco, qui chante Mosala Toko Salaka. Mosala Toko Salaka, mama. Elikinde Bayembie, mama. Elikinde Babini, mama. Il dit quoi? Le travail que nous faisons a besoin de chanteurs, a besoin de danseurs, a besoin de ceux qui en parlent. Mais nous, quand nous travaillons, nous écoutons ce qu'ils disent. Évidemment. Comment ils apprécient ce que nous avons fait. Et les associations et les gens qui se sont émus de cette polémique étaient dans leur rôle. Et sont dans leur rôle. C'est un homme de théâtre et de littérature qui parle, Christian. Absolument, un homme de théâtre et de littérature à qui je vais présenter deux poètes. On va parler de poésie. Deux recueils de poèmes m'ont absolument bouleversé. Le premier vient de votre Congo, le Congo-Brazzaville. Oui. Il est intitulé « Toi le possible chimérique », paru aux éditions Obsidiane et signé de Maxime Debeka, que vous connaissez certainement, Pascal. Exactement. Immense poète, dramaturge. Il a aussi été ancien ministre
du Congo-Brazzaville. Et il nous offre ces mots au moment même où le Congo connaît une situation difficile, douloureuse. Et je me proposais de vous lire juste quelques mots. 3 strophes, 3 fois rien, une poussière. Il est vrai, vivre la beauté, c'est sans conteste, perpétuellement, réactiver les locus de désir sur le nerf spinal de la vie. Voilà, c'était les mots de Maxime Debeka, Toi le possible. Les mots du Congo. New Dem, Leggy maintenant, tout de suite, au Sénégal. Exactement. Et je vais vous faire découvrir en fait Dessous la lampe, c'est un mot qui me trouble, d'Abdoulaye Racine Senghor, qui est un immense poète, malheureusement peu connu. Il est aussi l'actuel administrateur du monument de la Renaissance, auquel Amobé tient beaucoup, à Dakar, au Sénégal. Et avec ce recueil de poèmes intitulé Dessous la lampe, il marche sur les traces de son grand-oncle, qui n'est autre que le grand Léopold, l'illustre poète président Léopold Sédar Senghor. Et là aussi, je vous le conseille vivement. Je voulais Merci. Vous lire Offrez-le à Clyde Wright. Fleur du ciel, je vais le lui offrir. Et vous l'offre. Juste quelques mots. Fleur du ciel. Mes sœurs belles, fleurs épanouies au ciel, perles du levant, dorures du couchant. Mes sœurs, sans rides en aller vos regards tendres sur mes pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté, mon cher Amobé. Dessous la lampe. Dessous la lampe. L'Harmattan. Alors, je me permets d'offrir, par l'entremise de Lise Laure, votre album à Pascal Nzonzi. Hein, c'est quand même une légende du gospel et qui parle aux entrailles du Congo, à toute la diaspora mondiale et à l'humanité, parce que le gospel, c'est une vertu musicale universelle. On a quelques secondes pour parler de ceux qui se réunissent dans des conclaves qu'on appelle les think tanks. L'un d'eux est intervenu au Zimbabwe, à Victoria Falls, près des célèbres chutes d'eau. D'ailleurs, je crois qu'on voit des images. C'est le 3e sommet des think tanks africains, de tous ceux qui se réunissent pour penser le développement en Afrique autour de la thématique du développement durable, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine. C'est très important. Le NEPAD, la Commission des Nations Unies, une initiative que l'on doit à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. C'était il y a quelques jours. Et prochaine édition, peut-être, encore une fois, en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Ce sera tout ? Non, vous devez me parler du festival Hip-hop. Hip-hop, voilà. Donc, pour vous parler du festival hip-hop, alors ça se déroule à Dakar du 26 au 29 mai. Et c'est un festival donc, de hip-hop et de danse urbaine. Donc, il y aura 2 grandes stars, Youssoupha, le rappeur français, et Onyx. Et c'est un festival qui est annuel et qui réunit chaque année près de 100 000 personnes à Dakar. Ça se déroulera à Dakar et à Pikine, donc le mois prochain. Merci à tous d'avoir participé à cette émission autour du design. Merci à nos invités, tous prestigieux, tous autant les uns que les autres. Ça passe très très vite. Les Visiteurs 3, c'est à l'affiche. Allez-y. Il faut aller voir. La polémique est une chose, mais nous avons travaillé pour vous divertir. Nous entrons en pleine révolution où la guillotine a fonctionné. Peut-être qu'on devrait l'inviter sur d'autres continents. C'est le directoire et c'est l'Empire. La restauration, on en reparlera dans une autre émission. Vive le design africain. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Et thank you. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, Clyde Wright. La longue saga du gospel mondial se poursuit. Le Golden Gate Quartet, incarné par le chanteur Clyde Wright. Notre invité, on le retrouve tout de suite sur la scène du plateau magique d'Africanité. Salut. If I had my way, and if I had my say, there would be no more troubles in the world today. And if I can help just one little child on drugs today, that would be my pay. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, good Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Now just listen to the church bells ring. So come on, children, let's sing. Thank the Lord and shout hallelujah. Now we know what it's all about. Hey, amen. 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 Sing it, children. I said it one more time. Fall in line. Sing that song, my Lord. Move it on up.
said, amen. Sing it, brother, my Lord. I said, one more time, fall in line. Sing it, brother, my Lord. Sing that song, my Lord. I did it one more time, and then fall in line. Sing it, children, my Lord. I did sing that song one more time. Sing it, brother, my Lord. I did sing your time. I said fall in line. Sing it, children.